Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Épopée 2, épisode particulier pour moi, 30e numéro. Agathe et Morgane, qui travaillent à la communication d'Épopée, ont suggéré de filmer cet entretien. Nous sommes au bâtiment Totem de la French Tech à Brest aujourd'hui et nous accueillons un Brestois devenu incontournable, Cyril de Souza Cardozo, fondateur et CEO de Polaria Goria, une entreprise spécialisée en intelligence artificielle conversationnelle. Cyril est également auteur de plusieurs ouvrages sur l'innovation et la technologie. Ces 18 derniers mois, il a fait avec ses équipes plus de 500 conférences autour de l'IA et figure bien entendu dans notre classement Épopée 40 des 40 personnalités de moins de 40 ans les plus influentes de... Cyril, salut. Bonjour Sébastien. Je suis très content à plusieurs titres d'être là, à la fois que ce soit cette première en termes de vidéo, et à la fois le Shitstorm, moi je trouve qu'il va me porter en tout cas bonheur et chance, et très content de faire en tout cas ce podcast avec toi, parce que tu as fait partie aussi de ceux qui m'ont inspiré sur ce territoire, sur les dimensions digitales, donc qui est ce podcast-là, voilà, ça me touche particulièrement. Merci pour l'invitation. Bah, c'est vrai qu'on se connaît quand même très bien avec Cyril, hein. Je te revois il y a une dizaine d'années pousser la porte de mon bureau. Je voyais déjà un petit gars avec pas mal d'énergie, pas mal d'envie. Et puis au fil du temps, tu es devenu aussi un incontournable du West Web Festival. Mais avant de parler d'IA, de Polaria, de Goria, de Managia, des iDays, de tes ouvrages, du territoire, de 2050, je commence toujours par cette question. Au final, c'était quoi ton enfance, tes études, ton milieu? Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu là-dessus? Alors, moi, je dis souvent, je suis un gamin des HLM de Brest. Ouais, j'ai dit pas très loin d'ici. Niveau de HLM de Saronne, tu vois. Bah, voilà, bah, premier point commun. Ça, c'est des points communs, exactement. Je pense qu'ils nous ont reliés très tôt. Et effectivement, bah, j'ai grandi au Valir et à Kérango. Une enfance avec bah, une maman bretonne de Conneal, Milizac, et un papa du Portugal, voilà, de Nazaré. Une enfance heureuse, mais dans des quartiers populaires, avec un papa qui est ouvrier, une maman voilà, qui travaille à l'hôpital, qui est au standard de l'hôpital, et une enfance, bah, voilà, pleine d'amour, joyeuse, avec cependant une envie voilà, d'aller conquérir le monde. Je sais pas, le fait d'être à la périphérie de la périphérie, avec les gens qui m'entouraient, je sais pas, il y avait une envie, je sais pas, en partant de là, de progresser, d'aller jouer un rôle, en tout cas dans notre époque. Oui, j'ai, voilà, en tout cas le souvenir d'une enfance joyeuse, et après des études que j'ai voilà, faites à Brest, passé par le collège des Camoulins, lycée de l'Artois, le bac, et ensuite je vais vraiment rentrer voilà, dans ma formation au moment de Mathieu Spé, que je vais faire au lycée naval à Brest, qui va beaucoup me former, me faire aussi découvrir tout un nouvel environnement militaire que je ne connaissais pas, même si j'étais brestois. J'adorais ce temps-là. J'ai développé énormément d'amitié avec beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont des postes et des places dans les différentes armées. Mais j'ai compris à ce moment-là que c'était pas mon chemin, que je voulais absolument devenir entrepreneur. Et donc, malgré le fait que j'ai obtenu l'école navale et Saint-Cyr, j'ai décidé de ne pas y aller. Ça a été très mal vécu d'ailleurs par la direction de l'école à l'époque. Ils ont changé d'ailleurs les contrats l'année suivante pour interdire aux- aux élèves de passer les concours civils la première année. Je me souviens qu'ils ont même appelé ma mère, et quasiment donné le sentiment que j'étais quasiment en situation de désertion, que j'étais en train de faire l'erreur de ma vie. Bon, je n'ont pas ces écoles militaires. Et donc, il fallait que je trouve une solution de contournement. Et j'ai décidé à ce moment-là de rejoindre l'ENSAI, qui était une école d'ingénieurs toute récente, depuis 10 ans. Mais il y avait quelque chose dans la data, la science, la data science qui m'intéressait. J'avais déjà en tête le rêve de participer au développement de systèmes d'intelligence artificielle. On en parlait un peu en matière de science-fiction. Et je percevais que dans l'univers de la data, il y avait ça. Et donc, je suis parti pour devenir ingénieur statisticien, formé par l'INSEE, parce qu'il fallait absolument que j'ai une formation publique pour pouvoir m'inscrire dans la continuité des années finalement que j'avais bénéficié du coup, voilà, en Maths P. Et je vais faire ma formation là-bas, avant ensuite de partir sur Paris, et je vais enchaîner avec Et justement, bah, tu es parti sur Paris, mais donc tu as pas monté Polaria tout de suite, hein. C'était quoi les premières expériences suite à toutes ces formations-là? Alors, quand j'arrive sur Paris, je vais rejoindre le ministère de l'écologie, donc voilà, au bureau des statistiques. Je vais avoir en charge, c'est paradoxal, tout le système d'information qui a en charge d'évaluation de l'activité économique du bâtiment en France. Et c'est marrant parce que mon père avait un seul rêve, c'est que je ne travaille pas dans le bâtiment comme lui. Et finalement, mon premier taf va être sur les statistiques, sur le bâtiment, la construction. Et moi, j'ai en charge la modernisation des systèmes d'information, le développement des projets autour des infrastructures data, l'analyse de ces choses-là. Et je vais devenir un peu expert en gros, de la conduite de projet agile,
dans l'univers des systèmes d'information. Et donc, je vais faire passer par voilà, le ministère de l'écologie 3 ans. Puis après, je pars à la Banque de France, où là, je vais avoir en charge tout le système d'information qui évalue l'activité touristique du coup en France, avec plusieurs dispositifs. Il y a pas mal de développement qu'il faut faire autour de ça. Et donc, je suis l'expert sur ce sujet-là. Dans quelle année là, à peu près? Et tu quel âge? Moi, je commence mon premier poste en 2000, si je ne me trompe pas, en 2008. Je commence à travailler, je deviens manager d'ailleurs à une équipe Ulsan Écologie. 2011, je pars à la Banque de France. Je vais d'ailleurs avoir une mission pour l'Union européenne. Je vais intervenir au Maroc sur le sujet via l'Union européenne, donc sur le sujet des systèmes d'information. Pareil, déployer les choses. Là, je vais commencer vraiment à participer aussi à la communauté parisienne sur les méthodes agiles. Et je vais à ce moment-là vouloir partir parce que j'allais commencer à développer des boîtes en parallèle. C'est là d'ailleurs que je commence un peu à prendre contact avec toi, à venir voir l'écosystème ici en local, même si je suis parisien. Et je décide, moi, de partir parce que j'ai envie de me lancer vraiment dans ma vie entrepreneuriale, de démissionner. Oui, et justement, cette scène bascule là, à un moment, tu dis, bon, tu as passé quelques années dans les ministères ou à la Banque de France, tout ça. C'est quoi le petit truc où tu dis, bah, attends, je veux devenir entrepreneur, voilà, c'est quoi le déclic? En fait, dès le début, dès que je suis gamin, moi, je veux devenir entrepreneur. Si je fais à un moment donné, moi, le lycée naval ici, c'est parce que je suis nourri, logé, blanchi et mes études sont financées. Et comme je suis l'aîné d'une famille de 4, j'ai à cœur à ce que mes études coûtent zéro à mes parents. Parce que je veux qu'ils regardent l'argent pour pouvoir financer ensuite les études de mes frères et sœurs. Et donc, je décide de faire cette formation-là. Ça m'oblige, du coup, à faire une formation publique pour rembourser les années que je dois, et ce qui est logique, parce que si l'État te paye une formation, tu dois des années. Et donc, je vais faire l'ENSAI, et à ce moment-là, je dois 6 ans à l'État. Mais je sais déjà, de toute façon, que je vais quitter pour devenir entrepreneur. C'est quelque chose qui est, voilà, j'en suis convaincu. Et je dois partir à ce moment-là, sauf que l'INSEE, à ce moment-là, vient me chercher pour me dire qu'il souhaiterait en fait que j'intègre l'INSEE pour aider la transformation globale des méthodes de gestion de projet là-bas, avec une autre équipe qui est en train de se former. Et je vais devenir référent de la méthode de conduite de projets d'innovation et de projets informatiques au sein de l'INSEE. Normalement, à ce moment-là, je suis parti pour 3 ans et je ne vais pas rester 3 ans. D'accord, ouais, ouais, ouais. Et donc là, bah, tu vas commencer à croiser des cofondateurs qui ont monté Polaria. Comment bah, justement ça se passe entre ces deux grandes phases de ta vie? Alors en fait, c'est une phase un peu intermédiaire, c'est qu'en parallèle de mon travail dans fonction publique, moi je veux devenir entrepreneur et donc je développe une plateforme à l'époque qui s'appelle Messaco-san. C'est Mensana Incorpore Sano, c'est une plateforme digitale dédiée au bien-être. Le but, c'est de rassembler des experts du bien-être au-delà voilà, des croyances chamaniques ou autres. C'est vraiment de parler de manière scientifique, professionnelle de ces sujets-là. Et donc je développe cette boîte-là. Et ça, cette boîte-là va me donner de la visibilité. Elle va fermer plus tard parce que ça va être une des premiers échecs en termes d'entreprise, mais comme des échecs. Ah, exactement. C'est une des expériences qui m'a le plus appris. Je pense que j'ai payé mon MBA avec ça. Et ça va me propulser sur la scène d'un TEDx à Paris, le TEDx Vaugirard Road, que je vais réaliser alors que j'ai 27 ans. Et donc, je monte sur scène pour parler de ma vision de la créativité notamment. Et ça m'offre beaucoup de visibilité au niveau national. J'ai commencé à faire des missions en parallèle de mon travail dans le secteur public sur justement la conduite de projets d'innovation, les méthodes agiles. Et à ce moment-là, je vais rencontrer le fondateur d'une société qui s'appelle Odalom à l'époque, qui vient d'être créée depuis 1 an. Ce sont 3 associés. Ils œuvrent dans l'univers plutôt public. Ils accompagnent à ce moment-là les mutualisations dans notre secteur public, puisqu'il y a la loi NOTRe, qui est une loi qui oblige les secteurs publics, les collectivités à se rassembler autour d'intercommunalités. Et en gros, ils viennent me chercher pour me dire, on veut appliquer les méthodes que tu utilises dans l'univers informatique et de la data pour venir le déployer dans ces accompagnements-là. Et donc, en septembre 2015, je donne ma démission à l'INSEE et je rejoins cette aventure qui va donner naissance à Polal. Polaria et puis remis entre-temps, il y a eu d'autres moments forts parce qu'il y a eu l'histoire des petits bots aussi, Ouais, alors l'histoire est assez longue pour aller là à Polaria au final. exactement, c'est vrai que ça fait 10 ans, voilà, quasiment que je quitte l'INSEE je me souviens encore de la photo que je prends devant l'INSEE pour dire: «Ça y est, je passe à une nouvelle phase de ma vie» et à ce moment-là, en gros, je rejoins Delhomme, je vais, moi, découvrir le monde du conseil que je connais peu et surtout, je vais découvrir la France. Je vais traverser la France de long en large, je vais aller partout. Il y a peu de grandes villes où j'ai pas été, beaucoup de territoires même, ruraux, donc je vais me déplacer partout pour aller accompagner les collectivités. En même temps, on travaille aussi avec des entreprises. Et au fur et à mesure de ce tour-là, toute l'année 2015 me montre une chose, c'est que je découvre qu'en France, les directions des ressources humaines, qui devraient être concentrées pour accompagner
les transformations humaines, organisationnelles, se retrouvent à passer beaucoup de temps sur des dimensions administratives et notamment à répondre à des questions quotidiennes qui sont toujours les mêmes. Ou comment je fais pour poser mes congés? C'est quoi le nombre de jours de congé maternité que j'ai droit? Voilà, comment je fais pour déterminer la retraite? Enfin, toutes ces choses-là. Et j'ai l'idée de le proposer à ce moment-là, parce que moi je m'intéresse beaucoup, depuis maintenant, voilà, 2008-2010, je m'intéressais beaucoup à cette fois-ci à l'univers conversationnel et l'IA conversationnelle et les chatbots. Ouais. Donc je crois que j'ai lu toute la littérature sur le sujet à ce moment-là et je dis: «Il faut qu'on crée un chatbot, RH», un des premiers en France, même s'il y a quelques prédécesseurs avant cela et on va lancer une société qui s'appelle Les Petits Bots. Alors en réalité, on va mettre 2 ans pour vraiment arriver au POC fonctionnel et de par l'activité qu'on a, en parallèle, on va réussir à embarquer la Caisse nationale d'assurance vieillesse, Jérôme Friteau qui est DRH, qui est devenu d'ailleurs un ami aujourd'hui, mais également la gendarmerie nationale qui vont nous faire confiance pour déployer, voilà, parmi les grands premiers chatbots, en France et on rentre vraiment dans l'ère de l'IA conversationnelle, nous, par cet intermédiaire-là, qui est une filiale finalement de d'Odalo. Ouais, avec, quand j'en ai appris tout ça, il y avait déjà des histoires un peu de souveraineté parce que ta solution était, forcée, Exactement. Développer déjà cette vision-là. Il y avait, cette vision avec, une dimension qui était déjà aussi modulaire, ça va nous sauver. C'est que pour différentes raisons, parce que j'avais fait, des mauvais choix à un moment donné technologiques, en tout cas ou plutôt de partenaires. Il faut toujours intégrer le développement de ta tech en interne. Ça, c'est une leçon que j'avais appris, mais que j'ai reproduit plusieurs fois l'erreur et du coup, prenant un peu de retard par rapport au moment où on avait initié le projet, on a décidé rapidement de créer une solution modulaire qui n'allait pas utiliser une brique d'IA interne, mais se connecter aux meilleures briques externes et ça va nous préparer finalement à l'arrivée des IA génératives. ouais, ouais, ouais. Et donc après là, tu as enchaîné, pas mal de sujets, hein, entre, donc bon, Odalum, Metibot, puis un Manager, qui arrive, Xeno qui devient Polaria Tech, puis Gorilla. Alors, c'est quoi, pour toi aujourd'hui, ben, cet enchaînement-là, comment tu expliques, tout ça et puis cette hauteur de vue que tu as pris, au fil de toutes ces années? Ouais, ouais. En fait, on est forcément dans les technologies d'IA conversationnelle, donc très tôt. Très rapidement aussi, je vais recruter. La première personne que je recrute chez, les T-Bots, c'est une philosophe. Pourquoi? Parce que je suis persuadé qu'il faut qu'on place l'éthique au cœur de la réflexion technologique, que ça, c'est non seulement un devoir, mais que c'est également un argument de communication, de marketing qui va nous permettre plein de choses. Et donc je propose à mes associés de, recruter, une philosophe comme première salariée. Autant te dire qu'ils m'ont regardé un peu bizarrement, mais et finalement en faisant ce choix-là, alors d'ailleurs, c'est Jana Pissi qui va rejoindre plus tard Hugging Face, pour diriger aujourd'hui, en tout cas participer à la réflexion éthique chez Hugging Face et à ce moment-là, on a nous accès, du coup, au monde de la recherche et très tôt, dès 2020, un jour, j'ai mon associé Timothy Pierce qui vient me voir un matin et qui me dit: «Cyril, il faut que tu viennes voir. Je vais te présenter un truc et tu sais pas encore, mais ta vie a changé». Je me dis: «C'est un peu bizarre». En plus, il était pas comme ça, il était pas en mode enthousiaste de cette manière et en fait, il me montre une interface et c'est la première interface qu'OpenAI met à disposition et on découvre le premier modèle, En tout cas, là, on est en quelle année? On est en on est en 2020. 2000. 2020. Il me montre ça et en regardant le truc, sur le coup, je tilte pas trop. Je me dis ça, puis bon, c'est ça, pourquoi il me dit: «Bon, OK, d'accord, j'écris un texte, en face, ça, je vais mettre quelque chose». Mais moi, venant de l'univers de la data science, d'un coup, je sais pas pourquoi dans les semaines qui arrivent, qui suivent, commence à me poser la question de: «Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça?» Je commence à me renseigner sur des transformers. Je commence à tilter que, mais en fait, si on peut générer du texte et des syllabes, alors on va pouvoir générer finalement par les mêmes types, en tout cas de mécanique, des pixels, du photo. Si on peut générer les pixels de photo, les pixels de vidéo, signal sonore d'une voix. Et d'un coup, courant 2020, fin 2020, je tilte qu'en réalité, aucune production intellectuelle humaine ne va pas être à la portée de la machine. Et là, je pense vraiment qu'il va y avoir un changement majeur et je décide de dire: «OK, il faut qu'on crée un pure player de l'IA» et je vais voir mes associés. Alors bien, à ce moment-là, on avait déjà une associée qui était partie, donc mon dernier associé que j'avais et je lui ai dit: «Bah, écoute, ouais, on va faire 2 choses. Je te propose 2 choses. Soit, je te revends toutes mes parts et moi, je vais, créer une entité à part dédiée à ce sujet-là, soit je te rachète, tes parts et je vais réorienter, la web». On va négocier et je vais, racheter, les parts en juin, 2022 et ChatGPT sort en novembre, 2022. Ce qui va nous propulser parce que tout début 2023, les les comités de direction notamment du COMEX, de grandes banques, assurances, ont commencé à se dire: «Mais c'est quoi ce ChatGPT?»
Et à ce moment-là, bah, moi, je suis un auteur qui a publié des ouvrages sur l'innovation, Oui, on y reviendra tout à l'heure hein, sur les bouquins. ouais, qui a également voilà, déployé une solution technologie dans l'IA en conversationnel générative. Je suis conférencier et surtout en début 2021, en janvier 2021, j'avais publié un texte sur LinkedIn disant état de l'art de l'IA générative, ça va changer le monde. Sauf que ce texte-là, qui n'avait pas beaucoup d'influence à ce moment-là, 18 mois plus tard quasiment, eh bien plein de gens le relisent, même quasiment 2 ans plus tard. Et à ce moment-là, on va commencer à être contacté. Et maintenant, je fais un peu le malin en disant, bah, tu vois, on a été parti dans la bonne direction. La réalité, Tu peux te permettre. mais il y a eu quand même un point, c'est qu'en réalité, jamais on aurait pensé que les choses allaient aller aussi vite. Quand moi, je commence à me passer grave, moi, je suis à horizon 5 ans, 10 ans. Et depuis, tout s'est accéléré là-dessus, parce que bah, effectivement, ça nous a offert de la visibilité, des opportunités technologiques. Et donc, je décide de transformer les marques Odalog et les Tibot en la marque Polaria pour nous positionner clairement sur ce domaine-là. Donc l'entité juridique Polaria a réalité 10 ans. Et à partir de là, les petits boîtes deviennent Polaria Technologies. Très vite, on veut grossir en taille. Et donc, on va rencontrer effectivement Alexis Lowal qui, lui, est installé à Vannes, notamment. Et on va fusionner la société Polaria Technologies avec la société Xenoa pour créer un des acteurs majeurs, effectivement, de l'IA conversationnelle et générative, posé sur une dimension de souveraineté technologique, qui est aujourd'hui dirigée par Alexis. Dans ce cadre-là, on a également très tôt beaucoup de projets sur mesure qui arrivent. On les gère un peu en mode startup, mais je sens qu'on a besoin de professionnaliser ça. On va échanger avec Système Rennes, Stéphane Trémier et Laurent Raison, que je salue, exactement, exceptionnel du côté de Rennes. tout à fait, avec un bel écosystème, en tout cas humain. On va se rejoindre sur les valeurs et décider de créer une jeune venture pour porter ces projets-là. Et très tôt, également dans cette dynamique-là, on sait que la recherche, qui fait partie en réalité de notre ADN, et j'insiste, la recherche en sciences humaines, en sciences sociales, en philosophie, en éthique et en anthropologie, qui fait partie de notre ADN, on décide de la propulser dans une chaire de recherche qui va s'appeler Managia. Michael Cabon, Michael Cabon, exactement. c'est très important. Très important sur l'écosystème, exactement. Tipo Ramdur, on le salue. Et aujourd'hui, il est parti dans de nouvelles aventures, en tout cas professionnelles sur d'autres territoires. Mais c'est une personne qui a et qui continue en tout cas à avoir une grosse influence en tout cas sur l'autre écosystème technologique. Et donc, on va créer effectivement Managia, qui va être dirigé par Fanny Paris et qui va recevoir d'ailleurs le prix de Victoire de la Bretagne du Télégramme sur l'initiative digitale 2024. Donc, tout ça forme maintenant l'écosystème Polaria, le but de pouvoir adresser à 360 l'intégralité des sujets, en tout cas en matière d'intelligence artificielle. Et je ne suis pas terminé parce on va continuer à faire les choses. J'imagine parti avec cette envie et surtout quand on voit toutes les énergies que tu parviens aujourd'hui à fédérer autour de toi, j'imagine qu'il y aura encore plein d'histoires sur tous ces sujets-là. Mais quand tu fais ces 500 conférences ça, sur les 18 derniers mois, donc tu parles beaucoup de transformation numérique, d'IA, tout ça. C'est quoi les défis majeurs que tu observes pardon, chez tes clients? Tu sors de scène, on vient te voir pourquoi? Alors, les gens viennent me voir parce qu'ils veulent former, acculturer du coup leurs collaborateurs, leurs équipes. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire finalement avec l'IA. On va déployer beaucoup d'audits, nous, aujourd'hui. Et ils veulent développer des solutions opérationnelles. Avec quand même un moment un peu particulier où à la fois on est face à une vague technologique qui se déploie très rapidement. C'est une vague plutôt d'ailleurs individuelle et égoïste. Chacun a ChatGPT dans sa poche et il joue avec, personnellement, professionnellement. Donc, on manque encore de projets collectifs autour de l'intelligence artificielle. Et je crois que les enjeux du moment, c'est ça. C'est de penser des vraies stratégies autour de l'intelligence artificielle. Mais c'est assez normal. C'est-à-dire qu'on parle quand même d'une technologie qui est passée de 1% des professionnels qui utilisaient l'IA il y a 2 ans à 30% maintenant. On n'a jamais vu une vague technologique se déployer aussi vite. Donc, c'est pas si simple de penser une stratégie, des projets, mais les choses, ça y est, sont en cours et je crois qu'on rentre maintenant dans les 36 mois qui vont voir les premiers vrais projets d'IA, il a transformé les organisations. Et le défi, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, replacer l'IA à l'endroit où il est, c'est un savoir, un outil, et sortir un peu de la pensée magique, parce que moi j'aime bien faire le spectacle, bien entendu, je suis là pour ça, et ce qu'on appelle, nous, on est très tôt parti sur les shows conférences. Notre idée a été très vite de faire de la démo live pour impressionner et pour impacter, sauf que ça a un effet cependant, et mes équipes d'ailleurs râlent là-dessus, c'est qu'ensuite, quand eux interviennent dans les organisations, les gens disent bah, on a vu Cyril sur scène, ça a l'air d'être un claquement de noir. Non, il n'y a pas d'IA magique, il y a du travail et de mise en œuvre.
Oui, oui, parce qu'il peut y avoir un effet déceptif, de temps en temps et pas plus tard que hier soir, on était, aux 10 ans du point BZH, hein, d'où, le petit stickers, je salue aussi, David Lazenan, je peux sans faire mon Michel Drucker, un petit état de un monde comme ça, pardon. Mais c'est vrai qu'il y avait Yann, Le Tech qui était en vidéo, et c'est vrai que, quand on l'entend, la prise de recul qu'il a sur l'IA, c'est assez dingue. Je sais pas ton avis, quand tu l'entends, hier soir, c'est quand même, Alors moi, il fait partie des gens, en tout cas, que j'écoute beaucoup, sachant il repasse pas courant dans l'IA, qui est, il est breton. qui est breton. On commence par il est breton Il est et ensuite, exactement. et là, c'est le patron de l'IA, Chemet Chemeta, Fils. Exactement. Et d'ailleurs, il expliquait qu'une grande partie des chercheurs qui bretons sont également bretons. Oui, d'ailleurs, de manière générale, une grande partie des laboratoires de recherche en IA aux États-Unis sont dirigés par des Français, donc ce qui montre aussi notre place globalement. Et concernant effectivement Yann Lequin, très clairement, on a avec lui effectivement une capacité de prise de recul. Il est assez, effectivement toujours un peu critique vis-à-vis, de l'IA, actuelle, avec une limite, je dirais pas une limite, parce que son travail lui, c'est la recherche. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lui, il veut créer une machine intelligente. Donc c'est une quête qu'il veut poursuivre et donc souvent, il râle parce qu'il dit: «Bah, mais attendez, les IA génératives, c'est pas intelligent». Et oui, c'est pas intelligent les IA génératives. Et d'ailleurs, une grande partie des IA qu'on aura entendues ne seront pas intelligents. Ce que parfois, juste, il n'a pas en tête, c'est qu'on n'a pas forcément besoin que ce soit intelligent pour que ce soit suffisamment puissant pour transformer beaucoup de choses. Mais par contre, il a raison. On sait déjà que des architectures qu'on utilise aujourd'hui, principalement construites sur des modèles de fondation, donc notamment de l'apprentissage statistique, sont en train de se transformer, en train de rentrer dans une ère de l'IA hybride qui va coupler en gros du raisonnement symbolique potentiellement avec des IA statistiques et qui a des nouvelles architectures dont on va avoir besoin pour construire les systèmes, en tout cas de demain. La vague technologique dans laquelle on est ne fait que commencer et il y a encore énormément de choses à explorer. Ouais, et concrètement, lorsque, les gens donc poussent la porte de Polaria suite à une de tes confs ou de tes prises de parole sur LinkedIn Work, c'est ouais, c'est quoi le 1er use case ou, qu'est-ce qu'ils recherchent, vraiment, aujourd'hui? Bon, certes, des chatbots, ce genre de choses, mais, concrètement pour que les gens, puissent se dire: «Bah, tiens, Polaria, ou Gorilla», parce que les 2 pardon sont liés, hein, voilà, comment vous pouvez, les aider? Alors, il y a plusieurs types de cas, on va dire, d'intelligence effectivement artificielle. Bon, je passe effectivement toute la partie chatbot, qui vont du service client, le chatbot interne, etc. Ce sont plutôt des use cases à la fois classiques, bien maîtrisés et qui se déploient assez facilement. On va avoir évidemment tout ce qui va relever de la bureautique augmentée. Ça, c'est comme l'une des premières choses que je viens de chercher. Bah oui, utiliser IA et bien l'utiliser pour synthétiser plus rapidement mes documents, faire mes comptes rendus automatiques de réunion, traiter plus rapidement mes mails, automatiser la génération de documents, avoir une IA, donc sous la forme de RAG, c'est Retrieval Augmented Generation, installée sur mes données, sur mon cloud, pour pouvoir très rapidement venir récupérer des données, accélérer le traitement du CRM, du service client, venir réfléchir à une dimension stratégique. Donc ça va être tous ces outils de base qui permettent finalement déjà d'augmenter le quotidien professionnel. Et déjà là, il y a énormément en tout cas d'activités. Cependant, ça c'est à la fois un indispensable, mais ça ne va pas créer la valeur concurrentielle d'avenir. Parce qu'à un moment donné, tout le monde est en train de s'équiper de ces outils-là. Et je dis souvent, personne aujourd'hui se dit qu'il est le meilleur vis-à-vis de ses concurrents parce qu'il utilise mieux Excel. Si quelqu'un dit ça, je ne suis pas sûr que chez Epopé, vous faisiez un investissement. Mais l'enjeu, c'est justement de venir maintenant penser au-delà de ça, quelle est la vraie valeur ajoutée de la boîte. Et là, on rentre dans l'intégration de l'IA dans vraiment la chaîne de production Les métiers, tu aurais dit, ouais. dans les métiers. Et avec un point, c'est que les organisations qui se transforment le plus vite, en fait, se dispersent pas. On le voit, nous, dans toutes les études, c'est que les organisations qui vont plus vite sont celles qui se concentrent sur un cas d'usage, mais un cas d'usage qui compte. Une chaîne industrielle, je réduis mes taux de pair ou je vais voilà, améliorer la consommation électrique grâce à un modèle par exemple, de machine learning. OK, là, on est sur un sujet qui va être important. Je suis, je sais pas, dans une voilà, structure de communication. J'ai besoin de déployer maintenant la puissance de l'IA auprès de mes clients pour les aider à intégrer, par exemple, voilà, les communications stratégiques que je travaille avec eux. Comment je déploie des agents qui vont être un peu le relais de ce qu'on fait au sein de la structure. Là, j'ai un besoin de maîtriser derrière la chose. Une structure de développement technologique, comment je développe ma propre
infrastructure qui accélère le développement de mes salariés pour justement aller plus vite dans voilà, la livraison, en tout cas de code pour mes clients. Donc, c'est vraiment comment penser l'intégration de l'IA dans la chaîne de valeur. Et je trouve que c'est ça, ce moment où je dis qu'il nous faut ces projets collectifs, ce projet qui, à un moment donné, intègre vraiment le cœur métier de la boîte. Et là, le champ des possibles est énorme Ouais. à partir du moment où on parle de data, bien entendu. Ouais. Et donc là, c'est un mix de conseil et Polaria et une exécution avec, les équipes, Gorilla Systems où, il y a une centaine, de personnes au final, Et des experts, des ML ingénieurs, des docteurs Vera, on va avoir, je sais pas, une course dans le nord de la France qui me dit on fait une application qui permette aux personnes qui viennent assister à la course de prendre en photo les véhicules qui passent, quelle que soit la qualité de la photo, pour identifier le véhicule. Bah là, on va faire un modèle, par exemple, sur mesure sur ce sujet-là. Ça va être une société qui veut effectivement avoir son agent IA interne, mais entièrement sécurisé parce que effectivement, il traite des données par exemple du secret défense. Bien là, on va pouvoir également, je veux dire, les accompagner. Donc, dès qu'il y a un projet, en tout cas, de données, oui, dès qu'il y a de la donnée, on est en capacité de venir, en tout cas, apporter derrière de la valeur. Et là, ça touche tous les secteurs, mais encore une fois, plus ou moins fortement, suivant que les tâches sont plus ou moins intellectuelles au cœur du processus métier, parce que l'IA, je le dis souvent, ne touche pas tout ce qui relève de la relation mais et des métiers même. ah et donc bon, tu as écrit, pendant tout ce temps-là plusieurs ouvrages, Que j'étais toujours à la CHE. exactement, je les ai toujours reçus, je les ai toujours lus. À chaque fois, c'était, vraiment, hyper sympa. Je me souviens effectivement L'art d'innovation, Manager Sapiens. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à partager ces réflexions dans ton ces ouvrages et stratégiquement, ça t'a apporté, ça t'a crédibilisé? Ouais, alors je pense que ça a été alors, initialement, je le fais parce que, bah, toujours dans ma vie d'essai, je me dis: «Ah, j'ai envie d'écrire un livre». Parce qu'on m'a dit que ça va me légitimer, effectivement, c'est vrai, un élément. Mais 2, c'est parce que j'ai un vrai plaisir, à écrire. J'aime beaucoup, ça. Et donc mon premier ouvrage s'appelle «L'art de l'innovation». Ça va être vraiment, une expérience incroyable. Je vais prendre beaucoup de plaisir. On est avant l'ère de l'intelligence artificielle, donc c'est des livres qu'on écrit entièrement et je vais prendre beaucoup de plaisir à écrire ce livre qui est aussi une synthèse de tout mon travail autour des processus d'innovation. Je l'ai publié en 2017 et en fait, j'y synthétise tout ce que j'ai, compris dans les processus d'innovation, mais aussi appuyé sur des épisodes, sur des voilà, de la recherche. Et à partir de là, c'est vrai que la publication de ce premier ouvrage, qui va bénéficier de beaucoup de visibilité, puisque, on va avoir, le patron de 60 000 rebonds, à l'époque, qui va mettre un verbatim dessus. Il va être préfacé par, le président du CNES. Il va être postfacé par Paul-François Fournier, qui est, le numéro 2 de BPI France. On va avoir, voilà, énormément de gens qui vont, en tout cas, participer à la visibilité de ce projet. Ça va vraiment me propulser en termes de crédibilité. Je comprends que le livre papier, à l'ère du numérique et du digital, garde quand même un impact fort. Et je décide à ce moment-là de faire en sorte, à minima, de publier un livre par an sur nos sujets. Ça a plusieurs objectifs. Un, ça alimente notre communication, notre marketing, c'est évident. Mais deux, ça structure fondamentalement notre pensée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on pose, bah, voilà, l'art de l'innovation, on sait que la méthodologie, la philosophie qui va exister au sein d'Odalom et maintenant du groupe Polaria, elle est posée et on va comme ça poser un certain nombre de livres pour un peu voilà, alimenter notre méthodologie, notre philosophie. Et justement sur Manager, Sapiens explore donc le rôle du manager à l'ère, numérique. Heu, Bah, comment tu vois l'évolution? C'est-à-dire qu'il y a la chaire Managia où tu en parles régulièrement, mais management IA, qu'est-ce qui va se passer? Col blanc, col bleu, ouais, Alors, c'est vrai qu'il y a une vraie transformation en tout cas enfin, des tâches et de l'organisation des tâches dans nos organisations. Avec l'intelligence artificielle, vraiment, les métiers intellectuels sont ceux qui sont, en tout cas, le plus impactés. Donc, on rentre dans un temps où il va y avoir de toute façon une reconfiguration des organisations, des emplois, des métiers. C'est voilà, inévitable. On ne va pas intégrer la plus grande vague technologique de notre époque à ISO organisation. Et ça vient forcément interroger la posture du manager. La grande problématique de notre époque, c'est le manque d'engagement qu'ont les salariés vis-à-vis, des entreprises. Mais à juste raison, hein, parce que on a des gens qui ne placent plus le travail au centre de, leur métier. Pas de raison, le temps de travail hebdomadaire, c'est réduit, donc les gens ont aussi d'autres priorités. Ils ont aussi, vu, potentiellement leurs parents, leurs grands-parents finir leur carrière, pas toujours dans les bonnes conditions ou être délaissés par des entreprises qui, ne leur apportaient plus de considération et les gens se disent: «Bah, si ça suit comme ça, on mourra pas parce que moi, je vais pas terminer non plus de la même manière». Il y a une envie aussi d'indépendance, d'autonomie, d'entrepreneuriat chez beaucoup. Donc il y a une grande problématique. Le manager se retrouve à devoir
répondre à des enjeux, en tout cas, voilà, économiques, avec un matériel humain qui semble un peu se désengager. Et ça vient réinterroger fondamentalement notre posture. Je crois qu'on a trop peu pensé management pendant des décennies parce que les entreprises se sont trop reposées sur le fait de dire aux gens, si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller à côté ou partir, nous, on arrivera à recruter. Au moment où ça s'inverse en termes de recrutement, il y a besoin de se réinterroger. Et là, le manager, il doit ça se concentrer sur 3 leviers. C'est ce que j'explique dans Manager Sapiens. Le sens que l'on donne au travail, l'impact que les gens produisent, le résultat qu'ils ont et l'autonomie qu'on fournit aux personnes en les inscrivant aussi dans des dynamiques de performance collective. Et c'est vrai que, donc dans ces 2 bouquins-là, je voyais bien le positionnement, mais, je sais que tu es passionné par le territoire, depuis très, très longtemps, et là, tu viens de sortir un nouvel ouvrage, donc qui s'appelle «L'innovation au cœur des territoires», qui est préfacé par, Ronan, Je remercie. Ronan Zal, quelle vision justement tu portes sur notre territoire et à l'horizon 2050? Tu vois ça comment avec l'IA? Alors, je dirais que cet ouvrage-là, c'est un ouvrage que 5 ans à écrire. C'était le plus long et j'ai fait avec Rani Jidan, qui est une chercheuse sur ces sujets-là. Le but, c'était de vraiment de remontrer comment, en vrai, le vrai espace de créativité, d'innovation, c'est le territoire. Et effectivement, moi, je trouve que la Bretagne est véritablement à eux, mais parce que bah, voilà, il y a plein d'organisations qui ont participé aussi à cela. On parlait de la télécom avant, pas mal de personnes d'ailleurs que tu as interviewé dans ce podcast. Et toi, mais aussi Charles, Ronan, vous avez participé aussi à la création de ces territoires avec de ces capacités. Je trouve que la Bretagne a une vraie capacité d'innovation, il va la conserver parce qu'à un moment donné, on a cette notion comme d'être un peu périphérique par rapport au monde, par rapport à la France, par rapport à l'Europe. Et il y a toujours cette idée de se dire, sinon on s'en empare pas, en tout cas les gens vont pas le faire pour nous. Il y a une vraie capacité de coopération sur notre territoire et un vrai goût pour l'innovation. Donc moi, je crois qu'on est un territoire qui va avoir la capacité, là, dans les années qui arrivent, à penser véritablement notre capacité d'innovation, tout en pensant aussi les enjeux qui sont écologiques, qui sont liés à l'énergie. Aujourd'hui, on a fait des choix, une époque, on a décidé de pas installer de centrale nucléaire en Bretagne. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on va le payer par le fait qu'il n'y aura pas de data center en Bretagne. Ça, en matière d'IA, ça va avoir des impacts. Alors, est-ce qu'il faut abandonner tout à fait cette perspective-là? Je laisserai les experts, en tout cas, trancher là-dessus. Et en tout cas, ça veut dire quand même, cependant, qu'il faut qu'on se positionne sur l'IA aujourd'hui à date, sur, à mon avis, 2 champs. Non pas dans la perspective pour l'instant de déployer des modèles de fondation chez nous, c'est pas ce qui arrivera. Mais plutôt comment on intègre l'IA dans nos environnements économiques, dans nos filières d'excellence, au croisement de la cybersécurité, les énergies marines, l'agroalimentaire, et comment on participe également cependant aux nouvelles ruptures technologiques qui vont avoir lieu, que ce soit dans l'univers de l'IA, dans l'univers également potentiellement du quantique, dans le croisement de l'IA avec la robotique, avec la réalité augmentée, avec la blockchain. On est cet espace qui devons penser ça. Et je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour répondre à cet enjeu de notre époque. On vit avec ce moment un peu géopolitique. Très longtemps, on a opposé 2 choses en disant il fallait soit on pouvait innover, être compétitif, soit il fallait faire de l'écologie. Et il y avait une sorte de double affrontement entre ces 2 choses-là, dans un monde avec toute une pensée à un moment donné de dire qu'on pouvait finalement abandonner la perspective de faire de la compétition, c'est pas très utile. On revient dans un monde géopolitique, aujourd'hui violent, où se rend compte, la Russie d'un côté, les États-Unis de l'autre, la Chine, en réalité ne vont pas nous faire de cadeaux. Et si on n'est pas au rendez-vous de la compétition, on peut être au rendez-vous de l'écologie, on aura une problématique. Et inversement, si on est au rendez-vous de la compétition, de l'innovation, mais pas au rendez-vous de l'écologie, on aura aussi d'autres problématiques. Comment on arrive à gérer ces 2 contraintes? Mon sentiment, mon intuition, c'est que la Bretagne possède potentiellement la clé pour penser justement l'avenir sous ces doubles contraintes, cette capacité à devoir être innovante, tout en pensant nos enjeux écologiques. Parce que c'est vrai que souvent, j'imagine quand tu fais tes conférences, tu dois être un peu chahuté, sur l'impact de l'IA, parce qu'on martèle d'une certaine façon en disant que l'IA, est gourmand énergétiquement, ça pollue, tout ça. J'imagine ce sont les premières questions qui sortent souvent où les gens se disent: «Ah non, grâce à l'IA, on va pouvoir, être, plus compétitif, plus productif», tout ça. La dualité entre les 2. Ouais, il y a clairement une dualité et alors les gens sont pas si, en tout cas sont pas si violents que ça sur le sujet parce qu'ils ont je pense qu'il y a quelques années, si on avait vécu la même chose, mais dans un temps géopolitique plus calme, les gens auraient pu être plus réactifs. Aujourd'hui, cependant, la même personne s'aperçoit bien que si elle me parle de la consommation énergétique de l'IA, qui est légitime,
comme c'est du numérique global, eh bien, elle peut pas non plus le faire en faisant abstraction, effectivement, des enjeux géopolitiques qui nous entourent. Et donc je sens des personnes qui sont plutôt en réflexion nuancée, en se disant: «OK, comment on peut faire de l'éco-conception? Comment on fait pour que les bénéfices d'utilisation de l'IA dépassent justement, bah, ces effets négatifs en termes de consommation?» Et c'est l'enjeu du numérique, du digital globalement, de la technologie. C'est comment on fait pour que les enjeux et en tout cas que les apports positifs dépassent les impacts, négatifs. Donc je crois qu'on est vraiment dans ce moment-là, où on a cette capacité en tout cas à réfléchir, à penser à ça. Parce qu'après voilà, on peut peut-être avoir quelques personnes un peu extrêmes qui Ouais, ouais. disent: «On ne veut pas utiliser l'IA», mais ces personnes-là, est-ce qu'elles continuent à regarder des vidéos sur Netflix, à scroller sur Instagram? Parce qu'il y a aussi des enjeux et je crois que c'est pas ça la question et je crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes là-dessus. Par contre, l'exigence de penser, bah, oui, la réalité des enjeux écologiques au cœur de la révolution technologique. Et tout à l'heure, tu parlais aussi des data centers. Heu, c'est vrai que sur la fameuse carte qui est sortie il y a quelques mois, j'ai croisé dernièrement Jean-Christophe Cagnard, on est à Brest, à Stennes et c'est vrai que lui avait déjà fait le pari, d'avoir des data centers, ici et cette carte au final, était peut-être un tout petit peu inexacte sur certains sujets, mais c'est vrai que par rapport, il y a Tristan, qui travaille aussi notamment du côté de Polaria, me souligner que par rapport à l'énergie, à l'éolien, tout ça, au maritime, pour le refroidissement, la Bretagne a certainement aussi une carte, à jouer. Il y a des sujets de fond, qui vont se poser là dans les années à venir, ouais. Ah ouais. Bah, clairement, je pense en tout cas sur ça, sur cette dimension-là, même si je suis jamais trop rentré moi dans le débat, parce que je pense que la réalité, c'est pourquoi il y a eu énormément d'investissements en France sur la dimension des data centers, avec notamment donc sur la puissance de calcul. Et effectivement, il faut souligner d'ailleurs le très bon travail qu'a fait Asted, comment Intel a positionné, ils vont continuer d'ailleurs à travailler là-dessus, et on a la chance d'ailleurs de collaborer au sein de Managia ensemble. Donc c'est important de souligner qu'ils sont des acteurs optionnés sur le sujet, mais effectivement pour l'instant, on n'a pas projeté l'installation de grandes puissances de calcul au centre des cartes, notamment des GPU ou autres, sur le territoire breton, de par le fait que justement on est éloigné des grandes centrales nucléaires. Donc certains peuvent considérer que c'est pas très important. Je pense que en réalité, avoir quand même aussi c'est notre autonomie, en tout cas une part d'autonomie sur cette dimension, c'est en réalité important. Bon, il y a eu beaucoup de discussions, de débats là-dessus. Je ne vais pas rentrer plus en, bien sûr, en total, mais le but du podcast. Mais en tout cas, je partage en tout cas l'autre élément que tu dis. Je pense que ça vaut le coup en tout cas qu'on y réfléchisse parce que il me semble qu'on a des atouts. Ouais, on a des atouts effectivement sur potentiellement les énergies, mais il va falloir y investir massivement. On a des atouts sur notre effectivement patrimoine marin. On a de nouvelles technologies qui vont arriver. J'insiste, l'ordinateur quantique, hein, on parle quand même de quelque chose qui se présente à horizon 2030, début des années 2030, qui va aussi transformer des choses, non pas pour venir remplacer l'informatique, mais plutôt venir comme un coprocesseur à côté voilà, d'ordinateurs classiques qui vont ouvrir de nouvelles perspectives. La question, c'est effectivement comment la Bretagne veut se positionner là-dedans. Et je crois qu'on doit sortir d'une chose, c'est que le digital nous a fait penser que tout ça, c'était immatériel. Non, c'est pas immatériel. Le digital, le numérique, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est très matériel, qui passe dans des câbles, qui passe dans des fibres, qui passe dans des satellites, qui tourne sur des machines. Et la question, c'est est-ce qu'à un moment donné, on peut être souverain et être indépendant si tout ça tourne hors de chez nous? Bah, je pense qu'on a en tout cas des questions à se poser. C'est vrai, quand le côté Westway Festival cette année, on parlera beaucoup de souveraineté. On aura aussi le vice-président Europe, d'NVIDIA, qui sera là, aussi. Donc ça va être des choses intéressantes où on va traiter. Mais, toi, on parle d'événements, mais tu es aussi sacrément investi, dans les AI qui arrivent, prochainement, aussi sur le territoire, dans les au Capucin, pardon. Et justement, comment tu fais pour transmettre ton expérience aussi à la jeune génération où, tu interviens dans les écoles, mais ouais, Heydays, écoles, tout ça, comment ça se passe de ton côté? Ouais. Alors oui, c'est ça, c'est que comment on fédère, finalement un collectif. Moi, je crois que l'IA, c'est important qu'elle soit pas, entre les mains de quelques-uns, voilà, alors bien sûr, j'ai conscience, d'avoir vachement incarné le visage de l'IA, en Bretagne, mais je crois pas que, et heureusement que l'IA, va dépend de Cyril de Souza Cardozo en Bretagne. Il faut que ça soit une affaire collective, que des apprentissages entre pairs et aujourd'hui, c'est le cas. Il y a tout un écosystème qui est en train de se nourrir. On a énormément de jeunes, d'experts, de boîtes qui sont en train de se monter et qui sont en train de s'emparer de ces sujets-là à plein de niveaux. Il y a plein de possibilités pour les entreprises en termes d'accompagnement et de formation. Et effectivement, je crois que ce qui est important, c'est de former toute une nouvelle génération. Alors, d'ailleurs, les plus anciens également, parce qu'il va falloir aussi apprendre de la formation continue. Mais
de cette jeune génération qui a un potentiel assez dingue entre les mains, qui ont l'appétence, qui ont l'envie. Et en même temps, il faut qu'on les amène à bien comprendre ce qu'ils ont entre les mains, pour qu'ils comprennent aussi qu'ils ont potentiellement un outil qui pourrait les empêcher de construire leurs propres compétences sur plein de sujets. Parce qu'avant d'être bon dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, dans n'importe quel domaine, il faut déjà maîtriser le domaine. Et ça, là, on a un sujet. Comment on aide les plus jeunes à comprendre en tout cas cette dimension-là, à ouvrir les perspectives, à leur montrer qu'effectivement, il y a des projets à lancer, à leur dire que rien n'est joué, qu'en fait, on a plein de choses en tout cas à faire. Et je crois, et c'est le sens que j'ai dans l'écriture de mon dernier ouvrage, l'innovation effectivement au cœur des territoires, c'est que à la fin, moi, je ne crois ni à l'action centralisatrice voilà, de quelques politiques, je ne crois pas à l'action centralisatrice de l'État, je ne crois pas en la vision de quelques entrepreneurs. Moi, je crois aux écosystèmes, les partenariats publics-privés, l'interaction entre fonds d'investissement, entrepreneuriat, PME, ETI. Je crois qu'on a besoin de ça, les laboratoires de recherche. Et les High Days, bah, c'est ça. C'est un événement, je le dis clairement, on veut en faire le plus grand événement sur l'IA et la robotique à l'ouest de la France. Et je pense que le classer dans le top 3 des événements dédiés à l'IA. Il y a énormément de dynamique autour de cet événement-là. Il est ouvert à tout le monde, que ce soit effectivement des étudiants, mais aussi des chercheurs. On fait en sorte d'avoir un programme riche qui alimente tout cela parce que le but, c'est de découvrir ensemble des opportunités. Et ces opportunités, elles naissent au croisement et aux interactions, à la rencontre entre des experts technologiques, des chercheurs et des PME, des ETI qui ont des problématiques avec des gens qui savent développer des technologies et d'autres qui savent les vendre. Et donc, on a besoin de ces interactions-là. Je crois en la relation humaine et je crois que les High Days, d'ailleurs comme le West Web Festival, sont ces espaces-là qui nous donnent des rituels réguliers sur notre territoire et qui nous aident en tout cas à échanger et partager. Et c'est ça la créativité et l'innovation. Ouais, High Days, imaginé il y a 5 ans, 5-6 ans par Jean-Eudes Kefeg, John Q, comme ça a été dit, Fred Nicolas. Qu'on salue tous les deux parce qu'effectivement, ils ont eu un rôle important. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est important de le souligner. On arrive à la fin de l'interview. À chaque fois, je dis, j'essaie de faire une demi-heure, et là, je suis déjà une quarantaine de minutes, donc le contrat n'est pas réglé. Quelle question aimerais-tu qu'on te pose et que l'on ne te pose jamais? Pas simple, c'est vrai, cette question. La question qu'on me pose jamais, c'est, je pense que oui. Alors peut-être une question que j'aimerais qu'on me pose, c'est de me dire, comment on se positionne face, à l'accélération technologique? Alors, c'est pas, évident ce point-là. Je pense que c'est une question que j'aime qu'on me pose parce que j'ai pas tout à fait aujourd'hui la réponse à cette question. On a un enjeu, c'est qu'à chaque fois qu'une technologie nous a promis de gagner du temps, en réalité, on a accéléré. Et bien avant l'émergence de l'IA, on n'avait jamais eu autant de burn-out. Pourtant, on n'a jamais eu autant d'outils à notre service pour la productivité. Le moment qu'on vit technologiquement aujourd'hui est en train de nous faire vivre une nouvelle accélération. Et la question qu'on doit tous se poser, c'est tous ces gains de productivité qu'on va produire, ces capacités de créativité, d'innovation, on va les mettre au service de quoi? Qu'est-ce qu'on veut produire avec ça? Encore plus d'accélération, encore plus la tête dans le guidon, encore plus peut-être voilà, de réduction des interactions humaines, ou est-ce qu'on veut justement créer plus d'espace pour l'humain, plus d'espace pour l'interaction humaine? C'est compliqué, derrière ça, il y a plein de choses. L'accélération, c'est un concept notamment formulé par Armand Rosa, qui est un sociologue allemand. Lui, il parle d'un antidote qui s'appelle la résonance. Je ne vais pas redétailler les choses là, parce qu'il y a encore c'est un sujet que j'aimerais moi-même explorer, mais je crois que c'est la vraie question qu'on doit aujourd'hui se poser au moment technologique qu'on vit. La question, c'est pas l'IA ou pas l'IA, l'IA va se déployer, elle produit une accélération, et la question, c'est par contre comment on se positionne face à cette accélération. Ok, dernière question. Es-tu d'accord avec moi pour qualifier l'épopée de Polaria d'épique? En tout cas, le début d'une épopée, parce que j'ai bien l'intention de considérer que pour l'instant, on n'est qu'à échauffement. Eh ben, ok. Merci beaucoup, Cyril. C'était l'épopée de Cyril de Souza Cardozo par Sébastien Tenfeng. N'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast qui est disponible sur nos sites web ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Avec Épopée Gestion et Explore, nous ambitionnons de créer des champions bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises mûrantes du territoire. Merci encore, Cyril. Merci beaucoup.